Bonjour à toutes et à tous. Alors pendant que vous finissez de vous installer, déjà je vais vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette conférence qui s'appelle Rescapés des mers, les nouveaux visages d'une crise planétaire. Je m'appelle Amandine Sagnal, je suis journaliste pour la revue Far West. La revue Far West, c'est un média indépendant qui est basé à Bordeaux et qui couvre toute la Nouvelle-Aquitaine. Je ne vais pas vous faire un long pitch dessus parce qu'on a un stand qui est juste là-bas. Je vous la montre juste si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce qui se fait comme média indépendant. Merci. Comme média indépendant dans la région. Alors, merci beaucoup. Alors ce matin, on a beaucoup parlé des causes et des enjeux de la crise climatique actuelle. Et cet après-midi, avec cette conférence, on va plutôt s'intéresser aux conséquences directes, non pas seulement sur la planète, mais surtout sur les populations. Alors, on a choisi de l'appeler Rescapés des mers, cette conférence, et pas réfugiés climatiques ou migrants, même si c'est effectivement ce qui se passe, c'est effectivement la même chose. Là, aujourd'hui, donc, on va parler de ces gens qui ont quitté leur pays pour parfois fuir la guerre, mais surtout donc, fuir les conditions de vie impossibles qui sont liées souvent à un réchauffement climatique et à la montée des eaux. Et on verra que souvent, ce n'est pas forcément un seul facteur, mais plusieurs facteurs qui poussent ces gens à partir. Alors cette conférence, donc elle va parler de ces migrations, de ces départs. Souvent, quand on parle de réchauffement climatique, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience assez récente avec la canicule qu'on connaît, avec les incendies qu'on vient de voir, voilà, toutes ces choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Et quand on pense aux migrations climatiques, aux réfugiés climatiques, on a toujours l'impression que c'est assez lointain, que ça va être dans un futur plus ou moins proche, en se disant que c'est pas chez nous et en imaginant plutôt des bateaux pleins de réfugiés arriver. Mais si on y réfléchit, c'est déjà une réalité. Rien qu'en 2021, il y a eu près de 24 millions de personnes qui ont été déplacées en raison des conditions météorologiques. Et ça, c'est 2 fois plus que de réfugiés politiques dans le monde entier, sur la même année. Donc on voit bien que le réchauffement climatique aujourd'hui crée davantage de réfugiés que les guerres. Donc on va essayer de mesurer un peu l'étendue de ces migrations climatiques, de voir quelles sont les conséquences qu'elles peuvent avoir concrètement, et aussi peut-être sur une note un peu plus positive, essayer de voir comment déjà ce qu'on peut faire et comment on peut changer les choses à court ou moyen terme. Alors pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai François Gémen. Bonjour. Bonjour. François, vous êtes spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, et vous êtes également membre du GIEC. J'ai également Moustapha Dieng. Bonjour Moustapha. Vous êtes secrétaire général du syndicat des pêcheurs autonomes du Sénégal. Vous nous venez de Saint-Louis, qui a une particularité, qui est une bonne illustration, et en tout cas une illustration des problèmes de la mondialisation et de ces migrations climatiques. On en parlera tout à l'heure. J'ai avec moi aussi Jean-Pierre Lacan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militant pour SOS Méditerranée. Bénévole, oui. Bénévole, voilà, bénévole pour SOS Méditerranée. Et j'ai également Blik Bassi. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur, écrivain, donc artiste comment on peut dire ça? Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, artiste pluridisciplinaire. Et vous êtes aussi engagé parce que vous participez au comité de soutien de SOS Méditerranée. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Pour commencer cette conférence, j'aimerais qu'on essaie si c'est possible, de dresser un peu un tableau de ces migrations climatiques. Peut-être avec vous, François Gémen. Déjà, est-ce qu'il est possible de mesurer aujourd'hui l'ampleur du phénomène, l'ampleur des migrations climatiques? Merci beaucoup. C'est très difficile, effectivement, de mesurer l'ampleur de ce qu'on appelle migration climatique aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que l'environnement a toujours été un facteur essentiel dans la distribution de la population sur la planète et qu'aujourd'hui, le mode de vie de très nombreuses populations est intrinsèquement dépendant des conditions environnementales. Je dirais, et le problème, souvent, c'est que d'une part, on a tendance à poser le débat public sur cette question à travers des projections futures de millions de personnes qui seraient déplacées, en oubliant, et heureusement vous l'avez rappelé en introduction, que c'est déjà une réalité présente aujourd'hui. Donc, quelque part, le fait de nous projeter en disant il y aura 150, 250, 300 millions de déplacés à l'horizon 2050
a tendance à nous faire voir ce phénomène comme une forme de risque que l'on pourrait encore éviter en réduisant suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, alors que c'est une réalité présente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la manière dont on pose généralement la question dans le débat public aujourd'hui, et qui est problématique également, c'est qu'on en fait un type de migration qui serait séparé des autres facteurs de migration, comme si en quelque sorte c'était des migrations nouvelles amenées par le changement climatique qui n'auraient rien à voir avec les migrations dites économiques ou politiques. Mais la réalité, c'est que cette assignation à catégorie en fonction du motif de migration, c'est essentiellement une vision très occidentale des choses. Et de surcroît, nous allons souvent poser un jugement normatif sur les gens en fonction de leur motif de migration. On va considérer que certains sont plus légitimes à migrer que d'autres. Or, la réalité, c'est que si vous prenez une région comme l'Afrique subsaharienne, par exemple, vous avez là-bas à peu près 50% des ménages qui dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Or, ce type d'agriculture est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie. Et donc, ça veut dire que dès qu'il pleut un peu moins ou dès qu'il fait un peu plus chaud, vous avez des gens qui perdent leur source principale de revenus. Et c'est comme ça que, bien entendu, certains vont migrer ou envoyer certains de leurs fils à la ville de manière à trouver une forme de revenu complémentaire. Mais pour ces gens, l'économie et l'environnement, c'est évidemment la même chose parce que leurs ressources économiques dépendent des conditions environnementales. Tandis que vous et moi, et sans doute la plupart des gens dans cette salle, le salaire qu'on a à la fin du mois est exactement le même en été comme en hiver. Et donc, distinguer les motifs économiques, politiques ou environnementaux des migrations, c'est surtout une manière que l'on a dans les pays industrialisés de justifier des politiques d'asile et d'immigration qui sont de plus en plus restrictives, bien davantage que de décrire une réalité empirique. Quand SOS Méditerranée recueille des naufragés en Méditerranée, je ne pense pas qu'il leur pose la question en disant « Tiens, pourquoi est-ce que vous avez migré? Si vous êtes persécuté pour raison politique, vous montez à bord. Ah, raison économique, ok, vous restez dans l'eau. » Je ne pense pas du tout que ça soit comme ça que ça se passe. Tout à fait. Et donc, quelque part, il faut prendre garde, je crois, dans la manière dont on parle des migrations climatiques, à ne pas les isoler des dynamiques migratoires globales. D'autant plus que cet argument est très souvent mobilisé, notamment, il faut le dire, par les activistes du climat, en disant « Attention, demain, vous allez avoir des millions de réfugiés et de demandeurs d'asile qui vont venir frapper à votre porte et demander l'asile. » Et disant cela, ils espèrent évidemment que ça va convaincre les gouvernements de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, ils leur disent « Vous avez intérêt à sortir des énergies fossiles parce que si vous ne le faites pas, vous allez demain être envahis de millions de réfugiés et de migrants. » Mais disant cela, ils participent, je crois, sans s'en rendre toujours compte, à un agenda profondément xénophobe qui va montrer les migrants et les demandeurs d'asile comme des menaces et des dangers qui risquent de déstabiliser nos sociétés. Et la réaction des gouvernements, ça va être de fermer davantage leurs frontières, bien davantage que de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il faut faire très attention à ne pas laisser planer l'idée que nous serions à l'aube d'une nouvelle vague migratoire, parce que plus on va se sentir en crise, plus on va avoir tendance à refermer nos frontières. Que ce soit lors de crises sanitaires ou de crises économiques, il y a quelque chose dans l'esprit humain qui fait qu'on se sent plus en sécurité si les frontières sont fermées. Et donc si on dit aux gens « Attention, nous sommes à la veille d'une nouvelle crise migratoire », y compris des gens bien intentionnés humanistes vont se dire « Oh là là, si demain il y a une nouvelle crise migratoire qui arrive, on va devoir fermer davantage nos frontières et ça va légitimer cet agenda de fermeture des frontières. » Donc je crois que c'est vraiment très important dans la manière dont on situe la question dans le débat public. Et bien entendu, au fur et à mesure que les impacts du changement climatique vont s'aggraver, il y aura à la fois de plus en plus de personnes qui vont être poussées à l'exil, mais aussi de plus en plus de personnes qui seront empêchées de migrer. Parce que souvent, le premier obstacle à la migration, c'est l'absence de ressources économiques et que le changement climatique va priver de ressources économiques
énormément de familles parmi les plus vulnérables. Et donc un enjeu essentiel, et c'est aussi pour ça que c'est difficile de dire combien migreront à l'avenir, un enjeu aussi surprenant que ça puisse paraître, ça va aussi être de permettre et de faciliter les migrations pour que les gens puissent se mettre à l'abri. Et donc en réalité, ce nombre de déplacés, il ne va pas dépendre uniquement des impacts du changement climatique, il va dépendre aussi et beaucoup des politiques que nous allons mettre en œuvre aujourd'hui pour réduire nos émissions, évidemment, pour nous adapter aux impacts du changement climatique, mais aussi des politiques d'asile, de migration et de développement. Voilà, pardon, une réponse complexe et une question simple. Non, merci, c'est très intéressant. Justement, ces migrations qui sont, on le voit, multifactorielles, qui sont liées à énormément de sujets, c'est un peu ce qui se passe chez vous, Moustapha Dieng, au Sénégal, à Saint-Louis. Donc vous nous venez de Saint-Louis, où là-bas, il y a une situation qui est assez particulière. Donc vous venez donc un endroit qui s'appelle la Langue de Barbarie à Saint-Louis, où on a un quartier des pêcheurs qui justement est directement touché par ce réchauffement climatique et cette montée des eaux. Et ces problèmes-là, avec d'autres problèmes que vous allez nous expliquer, poussent les gens justement à partir, les jeunes à partir et à prendre la mer pour essayer de rejoindre l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la situation là-bas? Voilà, merci. Donc, comme vous l'avez dit, je viens de Saint-Louis, de la communauté des pêcheurs de la Langue de Barbarie. Donc, cette communauté qui est fortement touchée par les changements climatiques. Depuis donc, 2018, pratiquement, beaucoup de personnes, beaucoup de familles, plus de 11 000 familles ont été obligées de se déplacer, d'aller un peu plus loin dans le continent et souvent vivre dans des conditions très difficiles pour des populations qui, depuis le XVIe siècle, ne vivent que de la pêche, qui sont pêcheurs de père en fils. Tous les enfants sont conscients un peu, quelque part, qu'ils sont nés pour devenir pêcheurs. Bon, maintenant, avec ces changements climatiques, qui effectivement ne sont pas des phénomènes nouveaux au Sénégal, et même en Afrique, dans le Sahel, parce que déjà, il faut savoir que nous avons connu des vagues énormes de sécheresse dès les années 69-70, et cela avait beaucoup forcé les gens, notamment dans la région du Fouta, dans l'intérieur du Sénégal, à quitter pour voyager un peu, pour aller chercher ailleurs. C'est ça qui a fait qu'en Europe, on retrouve souvent beaucoup de colonies venant de ces régions-là. Parce que, effectivement, des populations à l'intérieur qui ne vivaient que dans la culture pluviométrique, quand il ne pleut plus, les gens sont obligés de se déplacer. Donc on a connu donc ces vagues de migrants climatiques qui étaient donc obligés de bouger. Et ça s'est répercuté un peu aussi sur la population des côtes, chez les pêcheurs, mais cela a été surtout accentué par le fait de la raréfaction de la ressource, la raréfaction du poisson. Avec les changements climatiques, il y a des courants marins qui amènent les poissons qui ne passent plus dans nos côtes, qui passent au large et qui obligent aussi les poissons à changer de route, de destination et ne sont plus à la portée de la pêche artisanale. À cela s'ajoute aussi la grande concurrence des bateaux industriels. Parce que l'Europe bénéficie d'accords de partenariat de pêche qui permettent à des bateaux, si on compare un bateau qui est capable de pêcher 300 tonnes par jour à nos petites pirogues artisanales qui ne peuvent même pas faire 1 tonne, 2 tonnes, vous voyez le désastre. Donc depuis 2014 au Sénégal, c'est près de 45 bateaux de l'Union européenne qui sont autorisés à pêcher au Sénégal, qui sont autorisés à pêcher le thon et le merlu, mais qui aussi ont droit à des prises accessoires qui concernent le poulpe, aussi bien les céphalopodes, les crustacés, que toutes les autres espèces démersales. C'est cela qui, aujourd'hui, fait que le pêcheur sénégalais, près de 2 millions de personnes qui, au Sénégal, dépendent essentiellement de la pêche, parce qu'il y a presque environ 1 million de pêcheurs,
mais il y a aussi des emplois connexes. Les revendeurs, les porteurs, les vendeurs de glace, les camionneurs, tout cela dépend, c'est des métiers connexes qui sont branchés directement à la pêche. Et quand la pêche ne marche pas, quand on ne voit pas le poisson, c'est tout ce monde et leurs familles qui sont au chômage. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer peut-être, qui sont dans des régions aussi éloignées à 700 km, 800 km de la mer, mais qui vivent de la revente de ce poisson, ou même de ce poisson transformé, soit en poisson séché ou en poisson fumé, mais qui vivent uniquement de ça. Donc, quand maintenant il y a cette concurrence qui fait qu'aujourd'hui, les enfants sont désorientés, ils ne savent plus quoi faire, parce que nous avons eu la chance, les gens de ma génération, nous n'avons jamais eu besoin d'aller vers l'immigration. Nous n'avons jamais eu besoin d'aller vers l'immigration. Donc, nous avons toujours vécu de la pêche, je dis depuis le XVIe siècle. Nous sommes pêcheurs de père en fils. Et nous n'avons jamais eu besoin d'aller vers l'immigration. Maintenant, avec le changement climatique, avec les accords de pêche qui créent la concurrence au niveau du secteur de la pêche, qui font que les bateaux étrangers viennent nous envahir, prendre nos productions, mais les enfants sont pratiquement au chômage. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand on a fermé Ceuta et Melilla, les candidats à l'immigration qui étaient là-bas au niveau du Maroc se sont rabaissés sur nos côtes. Ils sont venus d'abord en Mauritanie, trouver leurs pêcheurs pour leur dire que nous voulons aller aux îles Canaries. Est-ce que vous êtes capable de nous amener? Nous sommes prêts à payer, vous allez nous amener aux îles Canaries. Les premiers pêcheurs qui ont été mêlés à l'immigration, c'est de ce fait. C'est des candidats à l'immigration chassés de Ceuta et Melilla qui sont revenus au niveau de la Mauritanie, trouver des pêcheurs et leur ont demandé de les transporter aux îles Canaries. Et quand ça a commencé, malheureusement, ça ne s'est plus arrêté. Ça ne s'est plus arrêté. De la Mauritanie, c'est descendu au Sénégal, puisque maintenant, ça a trouvé que les pêcheurs n'avaient plus rien à faire. Mais finalement, ils se sont tous retrouvés dans cette migration forcée, dans cette migration économique. Il faut allier les deux. Il y a la migration climatique, mais qui est mêlée aussi à la migration économique. Et c'est surtout aujourd'hui cette migration économique qui prend le dessus. Si les pêcheurs sont mêlés à la migration, c'est parce qu'ils ne trouvent plus le poisson. C'est parce qu'ils sont fortement concurrencés et on leur prend leur poisson, on leur interdit de venir en Europe. On leur interdit de traverser les frontières. Alors qu'ils ne savent rien faire d'autre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pêcher. Ils sont pêcheurs depuis leur jeune âge. Tu prends un enfant qui peut-être n'a même jamais eu besoin d'aller à l'école. Il n'a jamais eu besoin d'aller à l'école. Il est né avec un métier. C'est vrai, il n'est pas né avec une cuillère d'or dans la bouche, mais il est au moins né avec un métier. Il n'a jamais eu besoin d'aller dans une école, se former. C'est à partir de 9 ans qu'il est dans la pirogue de son père. Il commence à apprendre le métier d'apprenti, de petit pêcheur jusqu'au grade de capitaine. Tous ces enfants qui quittent le Sénégal avec ces embarcations, ces petites embarcations, qui arrivent à mettre 100 personnes dans une embarcation et qui les débarquent aux îles Canaries, c'est des enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Ils n'ont jamais été à votre école. Donc, cela montre la dangerosité et la gravité du phénomène. Nous pensons qu'aujourd'hui... Moustapha, juste pour qu'on comprenne bien, cet accord de pêche dont vous parlez, c'est un accord entre l'Union européenne, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal, voilà, qui autorise en gros des bateaux de pêche européens à aller vider les fonds marins, en gros vider les poissons du Sénégal, des côtes sénégalaises. C'est ça? Voilà. L'Union européenne signe séparément des accords avec le Maroc, où il y a plus de 100 bateaux de l'Union européenne qui pêchent. Avec la Mauritanie, où c'est 86 bateaux de l'Union européenne, appartenant à 10 pays européens, qui pêchent en Mauritanie. Et au Sénégal, il y a 45 bateaux, essentiellement français et espagnols, qui pêchent et qui pillent les ressources. Il faut le dire. Donc, si maintenant on considère que les ressources que ces bateaux pêchent sont des espèces migrants donc des pélagiques, qui sont des ressources partagées, des espèces partagées. Donc le fait de pêcher au Maroc, de pêcher
en Mauritanie, de pêcher au Sénégal ne laisse aucune chance à la pêche artisanale parce que la concurrence est déloyale. Quand on considère les bateaux, la taille des bateaux, toutes les formes de pêche qui sont interdites ici en Europe sont pratiquées dans le cadre de ces accords. Ici en Europe, on interdit le chalutage de fond. Ils le font là-bas en Afrique parce que pour pêcher le méru, c'est des chaluts qui font du chalutage de fond. Pour pêcher le thon, ils sont obligés de pêcher des juvéniles. Les poissons juvéniles qui devaient grandir, repeupler les océans, ce sont ces juvéniles qui sont utilisés comme appât. Donc, un rôle essentiel dans la raréfaction de la ressource. Les poissons ne grandissent pas, ils ne peuvent pas se multiplier, on les utilise comme des appâts pour pêcher le thon. Vous voyez donc que, finalement, tant qu'il y a ces accords, le phénomène de la migration ne s'arrêtera pas. L'Union européenne a fait beaucoup d'efforts. Dans un premier temps, il y a eu Frontex. Des avions ont survolé les côtes de l'Espagne jusqu'au Sénégal pour protéger la côte, voir les pirogues qui partaient, essayer de les dénoncer pour qu'on les interpelle, qu'on les intercepte. Mais, n'empêche, les enfants les ont contournés. Aujourd'hui, ils en sont réduits à soudoyer les États, nos États, à leur demander de dresser des barrières pour empêcher à ces pirogues de quitter leur territoire. Aujourd'hui, dans nos pays, ce sont nos gendarmes, nos policiers qui gardent les côtes pour empêcher que les pêcheurs réduits au chômage quittent nos territoires. Cela augmente la dangerosité de la migration. Parce que quelqu'un qui est obligé de partir, il ne peut pas rester, il est obligé de partir. Même s'il dresse des barrières de feu, il trouvera le moyen de passer entre les feux. Maintenant, les enfants, ils sortent à des heures dangereuses, ils vont directement dans les eaux internationales pour échapper à tout contrôle. Il n'y a pas, quand j'ai quitté le Sénégal, on nous a annoncé près de 2 pirogues. Une pirogue partie de la Mauritanie, une pirogue partie de Rufisque du Sénégal à côté de Dakar, dont on n'a aucune nouvelle. Et chaque pirogue a à son bord au moins 100 pêcheurs. Ils sont partis depuis plusieurs semaines, on n'a aucune nouvelle. Où est-ce qu'ils vont finir? Ils vont venir augmenter le nombre de morts dans les Méditerranées, qui aujourd'hui est reconnu comme le plus grand cimetière du monde à cause de cette migration. Il y a aussi une certaine forme d'hypocrisie de la part de l'Occident en général, de venir piller vos ressources, comme vous dites, de poissons, donc, et d'empêcher les pêcheurs sur place de pouvoir travailler, donc quelque part les forcer aussi à partir, avec donc, ces raisons-là et des raisons climatiques qui s'ajoutent à ça, mais d'un autre côté, de refuser d'accueillir les gens qui partent et de faire en sorte qu'ils ne viennent pas chez nous. C'est là que vous intervenez, Jean-Pierre Lacan. Je m'en doute un peu. La transition est toute trouvée. Donc vous êtes bénévole pour SOS Méditerranée. Est-ce que déjà, pour notre public qui ne vous connaissent peut-être pas forcément, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'SOS Méditerranée et qu'est-ce que vous faites? D'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait en accord avec le titre de cette table ronde. Rescapés des mers. Les nouveaux visages de la crise, d'une crise planétaire. Et pas réfugiés ou... non, rescapés des mers. Oui. Mais ne vous gênez pas. Mais allez-y, allez-y, allez-y. Bien sûr, on parle beaucoup, mais n'hésitez pas à applaudir pour nous couper. Et je rebondis sur les derniers propos de Moustapha Dieng, qui disait lorsqu'on ferme une frontière, lorsqu'on la contrôle de plus en plus, lorsqu'on met des douaniers, des gardes frontières, etc., c'est une autre qui s'ouvre. Et cette autre qui s'ouvre, elle est encore plus dangereuse que la précédente qu'on vient de fermer. Je veux vous parler d'une frontière qui est absolument dangereuse et qui justifie totalement mon engagement à SOS Méditerranée. C'est la frontière de la Méditerranée centrale. Une frontière européenne. On est là sur, Moustapha nous parlait de la route qui va des côtes occidentales de l'Afrique vers les Canaries, vers l'Espagne donc. Moi, je vous parle de cette frontière, de cette route maritime qui va des côtes libyennes, des côtes tunisiennes accessoirement, on peut discuter du terme, vers les côtes maltaises ou italiennes. La frontière, une autre frontière européenne.
Savez-vous que cette frontière-là, cette route maritime-là, est la plus dangereuse des routes migratoires du monde? La plus dangereuse des routes migratoires du monde. Il y a un organisme qui, depuis 2014, fait des statistiques sur la base d'enquêtes, recoupement de témoignages, etc. C'est un organisme qui dépend des Nations Unies. C'est l'Organisation internationale pour les migrations. On n'a pas autre chose comme référence, comme chiffre de référence. Mais c'est une référence et prenons-la. Prenons-la avec toutes les précautions d'usage. Sur la route de la Méditerranée centrale, depuis 2014, on a quasiment 20 000 morts et disparus. Quasiment 20 000 morts et disparus. Je vous demande d'aller vérifier ces chiffres. Et quand on regarde l'ensemble de la Méditerranée, l'ensemble des franchissements méditerranéens, l'ouest, le centre, Méditerranée centrale, la route qui va de la Turquie vers les côtes grecques, on est à 24 000. 20 000, 24 000. La route migratoire la plus dangereuse du monde va vers l'Europe et elle passe par la Méditerranée centrale. Je suis profondément révolté par ça. La Méditerranée, c'est notre mer. Elle ne serait pas notre mer, ce serait la même chose, mais il se trouve que c'est notre mer. Moi, je suis de Sète, sur les bords de la Méditerranée. Et cette situation me révolte. La Méditerranée a été de tout temps un lieu d'échange, un bassin de civilisation. C'est devenu un chaos humanitaire sans nom. On ne va même pas parler de cimetière en Méditerranée. Parce que le cimetière, c'est un lieu de souvenir. Dans un cimetière, il y a des tombes, il y a des histoires sur les tombes, il y a des dates. Là, il n'y a pas de date, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de mémoire. Il y a un gouffre dans lequel s'abîme énormément de vie. Et je rejoins, François Gémen, ce que vous disiez. Bien évidemment qu'on ne demande pas d'où ils viennent à ces gens-là, qu'on ne leur demande pas si ce sont des réfugiés climatiques, si ce sont des réfugiés politiques, s'ils vont avoir droit au droit d'asile ou quoi. On est là dans les limbes, dans une espèce d'espace sans statut, dans les eaux internationales, avec des gens qui se noient. Et notre devoir à tous, notre devoir de marins, parce que nous sommes à SOS Méditerranée avant tout des marins, on est une société, une association, un réseau d'associations européens de sauvetage en mer. On fait partie de la grande famille maritime. Notre devoir, comme celui de tous les marins du monde, c'est de ne laisser jamais seule une personne en détresse. On sauve d'abord. On discute après. Enfin, ce n'est pas nous qui allons discuter. Mais on sauve et on met en protection. On sauve et on débarque ces gens dans des ports sûrs où ils vont pouvoir recommencer leur vie, où ils vont pouvoir éventuellement demander l'accès à ces statuts, réfugiés, etc., demander le droit d'asile. Ils vont pouvoir se faire soigner, organiser leur parcours migratoire. On appelle ça des ports sûrs. Or, aujourd'hui, en Méditerranée centrale, pas grand monde nous offre des ports sûrs quand on sauve des gens. Pas grand monde. On a même demandé à un pays failli, la Libye, de prendre à sa charge la recherche et le sauvetage dans les eaux internationales au large de ses côtes. Un pays failli. La Libye est un pays en pleine guerre civile aujourd'hui, aux mains des passeurs, aux mains des milices armées. Et c'est la communauté internationale qui lui a demandé de prendre en charge cette mission. Quand je dis, précisons les choses, l'Union européenne. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est l'Union européenne qui demande à la Libye de se charger des missions de secours, en sachant que la Libye, Et qui paye des millions d'euros pour former les gardes-côtes libyens, lesquels gardes-côtes libyens ne font rien d'autre que d'aller intercepter des gens qui quittent les côtes et qui fuient les milices armées, qui fuient les passeurs, etc., et les ramener, pour les ramener où? Eh bien sûr à Tripoli, en Libye, et les rejeter et les réinjecter, excusez-moi ce terme, il n'est pas beau, dans le circuit de la traite. Il faut appeler la réalité, nommer les choses, c'est important, le circuit de la traite.
Oui, parce qu'aujourd'hui, en Libye, je ne sais pas si tout le monde est conscient de la situation des migrants là-bas. On peut presque parler de centres de détention à ciel ouvert. La plupart des migrants qui passent par là sont des esclaves et sont... Qui a lu le rapport qu'a sorti une mission indépendante d'enquête mandatée par les Nations Unies et qui est paru au mois d'octobre l'année dernière? Qui l'a lu, ce rapport? Et pourtant, ce rapport dit des choses. Il décrit la situation dans ces centres de rétention à Tripoli. Il dit les choses concernant les interceptions des migrants, des naufragés. Des naufragés au large des côtes libyennes dans les eaux internationales. Il les qualifie. Il dit que ça pourrait être assimilé à des crimes contre l'humanité. C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport à propos de ce que fait cette organisation de prise en charge, d'interception, etc. Crimes contre l'humanité. Et c'est à la Libye aujourd'hui est affaillie, que l'Union européenne a confié, que la communauté internationale a confié la mission de recherche et de sauvetage dans les eaux internationales au large de ses côtes. Mais nous, on est témoins tous les jours de la carence de la Libye et de la carence également des États européens. Carence de la Libye, il n'y a pas de coordination. Océan Viking, notre navire ambulance que nous affrétons, Océan Viking a fait, en l'espace de 60 heures, ces derniers jours, 10 sauvetages. C'est énorme, 10 sauvetages. On a récupéré 460 personnes, 466 très exactement, en situation de détresse. Pas un seul moment, ces sauvetages ont été coordonnés par une autorité maritime, quelle qu'elle soit. Certainement pas libyenne, qui répondent « nous avons l'obligation de nous déclarer » quand nous arrivons dans cette zone, à cet organisme qui est censé coordonner les sauvetages. Ils ne nous répondent jamais. Quand on les voit, ils viennent intercepter pour renvoyer dans les centres de détention. On essaie de se coordonner avec Malte. Malte ne répond jamais. Et justement, comment ça se passe concrètement donc, quand vous allez secourir des naufragés, des personnes en mer, avant l'Aquarius et aujourd'hui l'Ocean Viking. Concrètement, comment ça se passe? Vous récupérez des centaines de personnes naufragées. Le droit de la mer impose à un port de vous accueillir. Mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à trouver un port de débarquement? Vous avez 3 ou 4 grandes conventions internationales qui décrivent, qui fondent le droit de la mer. Et le droit de la mer, c'est une valeur, la valeur de solidarité, cette mission de solidarité obligatoire. Bon, c'est très bien organisé, enfin, c'est très bien décrit. Il y a des zones dans les eaux internationales qui sont confiées, dont la gestion des sauvetages est confiée à un État côtier. Pour cela, l'État côtier doit se doter de moyens. Ensuite, quand il coordonne le sauvetage, donc quand un sauvetage est annoncé, quand un bateau en détresse appelle, le centre de coordination regarde quels sont les navires qui croisent dans la zone et il mandate un navire pour aller sauver. Ce navire prend en charge les personnes en situation de difficulté et ensuite se revient vers l'organisation, vers le centre de coordination, et ce centre de coordination a l'obligation de donner au navire de sauveteurs un port de destination qui doit être un port sûr. Un port sûr. En Libye, il n'y a pas de port sûr. Donc pas à Libye, oui, clairement. Donc, faute de coordination, quand on appelle Tripoli, ils nous répondent soit venez débarquer à Tripoli, on leur dit non, on se mettrait en contradiction avec le droit, soit ils nous disent dégagez. Et donc on dégage, on remonte vers le nord, et là, à ce moment-là, on appelle les centres de coordination européens, Malte qui ne répond jamais, et l'Italie qui finit au bout d'un moment par nous dire, et au bout d'un long moment, par nous dire allez débarquer dans tel port. Au bout d'un long moment. Le droit maritime, les conventions maritimes disent quoi? Elles disent que le sauvetage se termine une fois la dernière personne débarquée dans un port sûr. Elle dit que le port sûr doit être à distance raisonnable de la zone de naufrage, pas à l'autre bout de la Méditerranée, pas à Valence, comme on a été obligé d'aller débarquer en 2018, en juin 2018, avec l'Aquarius. Certains s'en souviennent sans doute, mais dans un lieu à distance raisonnable de la zone de naufrage. Et ils disent que ce débarquement doit se faire rapidement. On est dans l'urgence, enfin.
C'est un accident de la route, c'est une ambulance qui récupère des blessés et qui ne va pas tourner en rond avant qu'on lui dise « allez dans tel hôpital ». Or, c'est ce qui se passe pour nous. On tourne en rond longtemps. Pendant combien de temps 10-11 jours, là, sur les dernières opérations de l'Océan Viking, avec 459, 460 personnes à bord, dans des conditions épouvantables. C'est vraiment pas un yacht de luxe, hein, l'Océan Viking. C'est pas un paquebot non plus, hein. C'est un navire de sauvetage. C'était un navire de service qui travaillait pour les plateformes pétrolières en mer du Nord avant. Donc les conditions sont difficiles. Les gens qu'on a récupérés la semaine dernière, enfin entre le 25 et le 27 août, ces gens-là, ils avaient passé 3-4 jours en mer, ils avaient connu l'enfer des centres de détention libyens, les violences, les viols, etc. Le traumatisme de se retrouver en mer avec la peur au ventre. On les sauve et on les fait tourner dans la Méditerranée pendant 11 jours. Vous vous rendez compte ? Enfin, les valeurs fondamentales, fondatrices de l'Europe, où sont-elles? Nous sommes à SOS Méditerranée profondément européens, convaincus qu'il n'y aura d'autre solution que par l'entente et par l'Union européenne. La réponse doit être européenne, forcément, par la solidarité européenne. On est convaincus de ça, mais où est-elle, cette solidarité, Blick? Cette solidarité, elle vient de vous tous. De vous tous. Parce que moi, enfin, je suis au conseil d'administration de SOS Méditerranée France. On discute du budget, enfin, on connaît bien l'économie de notre organisation. Elle est en situation compliquée en ce moment, hein. La crise en Ukraine qui mobilise aujourd'hui les solidarités. C'est très bien qu'on se mobilise pour l'Ukraine, mais elle mobilise les solidarités au détriment un peu de notre collecte. C'est difficile aussi pour nous parce que les coûts du pétrole et du carburant ont augmenté. Bon, voilà. Heureusement qu'il y a des gens comme Blick, qui fait partie du comité de soutien, ce magnifique comité de soutien. Blick ne cesse de parler de SOS Méditerranée. Heureusement qu'il y a vous tous, parce que nous sommes financés essentiellement par la solidarité citoyenne. 90% de notre budget vient de la solidarité citoyenne, et l'essentiel de ces 90% vient de vos dons, de ce que vous nous apportez. Donc continuez à vous mobiliser si vous voulez qu'on réponde à cette première question. Il y a des gens qui prennent la mer aujourd'hui, ils sont réfugiés, ils sont exilés, ils ont plusieurs motifs, ou en tout cas fondés à l'être, ils ont plusieurs motifs de partir et de quitter leur pays. On ne quitte pas son pays avec la joie au cœur, on le quitte, c'est un arrachement chaque fois. Le projet de migration vers l'Europe n'est pas forcément au début du projet migratoire, il vient après, poussé par la situation en Libye, pays qui a été toujours depuis longtemps un pays de destination des migrations africaines. Et quand ils sont là, on leur dit « vous ne passez pas, on va vous renvoyer vers les... je ne sais pas comment les qualifier, mais ces gens immondes qui les exploitent, qui les violentent, etc. Ce n'est pas acceptable, mobilisons-nous, continuez à vous mobiliser. Venez nous voir, nous avons un stand sur le village, comment on appelle ça, des activistes. Le village d'activistes, voilà. Qui est juste SOS Méditerranée est présent avec une exposition. Venez nous voir, mobilisez-vous, venez nous soutenir. On a besoin de vous. Juste un mot, si je peux, sur le nombre de morts, pour qu'on prenne bien la mesure de la tragédie qui est en cours en Méditerranée. Depuis le milieu des années 90, c'est-à-dire depuis le moment où on a commencé à fermer drastiquement les frontières extérieures de l'Union européenne, il y a eu 35 000 personnes au moins qui sont mortes en Méditerranée, dont 20 000 depuis 2014 et le début de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Quand on visite le cimetière de l'île de Lampedusa, à Sicile, on est frappé du fait qu'il y a énormément de tombes où il n'y a pas de nom et simplement une indication sommaire qui dit « jeune homme, la vingtaine, repêché tel jour » ou « deux femmes, la trentaine, avec un enfant ». On ne connaît pas leur nom, on ne sait pas exactement d'où ils venaient, on estime approximativement leur âge. Et donc ce chiffre, aussi effrayant soit-il, il est encore largement sous-estimé parce qu'on ne compte, et c'est macabre à dire, on ne compte que les corps que l'on retrouve. Et à côté de ceux dont on connaît la disparition, il y a tous ceux et toutes celles qui n'auront pas eu la chance d'être repérés par un navire de sauvetage
qui ont coulé à pic et dont personne ne viendra jamais réclamer la dépouille. Et c'est absolument terrible de penser que nous sommes directement comptables de cela. Parce que c'est le problème des démocraties, c'est que nous sommes comptables des actions qui sont posées en notre nom par nos gouvernements. Et notre grande responsabilité là-dedans, c'est que ces morts et ces gens qui prennent la mer au péril de leur vie dans des conditions pas possibles, ils le font simplement parce que nous avons fermé les frontières, les possibilités d'accès au territoire européen. Et donc oui, nous devons reconnaître que collectivement, nous portons une responsabilité écrasante dans cette tragédie qui est en cours. Et dans ce cas... Cette question s'adresse à la fois à vous, Blick Bassi, et à Jean-Pierre Lacan, même un petit peu à tous, mais j'aimerais bien que Blick nous parle de ce qu'il en pense. Effectivement, comme vous disiez, Jean-Pierre, c'est extrêmement important et le travail que vous faites à SOS Méditerranée est essentiel et sans vous, il y aurait beaucoup plus de morts dans la Méditerranée. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle des citoyens, des bénévoles de faire ça? Ou comme vous le dites, puisque nous, l'Occident, on a notre part de responsabilité là-dedans, et en fermant les frontières, est-ce que c'est pas au pouvoir public aussi d'assumer ce rôle? Et est-ce que, encore une fois, les associations ne prennent pas le pas sur les pouvoirs publics en disant bon, ben, on va faire le boulot à votre place, quoi? Merci, Blick. Je fais deux réponses. Première réponse, il appartient aux États, enfin, c'est dingue de dire ça, il appartient aux États de respecter le droit. Donc la première des choses qu'on peut demander aux États, c'est de respecter le droit. Enfin, le droit de la mer, il est clair, hein. Il y a 3-4 conventions internationales, elles disent les choses parfaitement, la notion de port sûr, etc. Enfin, tout ce que je vous ai expliqué. Franchement, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, respectez le droit de la mer et tout ira un peu mieux, hein. Moi, je veux bien qu'on parle de politique migratoire. Enfin, le débat, il est ouvert là-dessus. C'est le principe de la démocratie, de débattre, etc. On peut discuter de tout ce qu'on voudra, mais accueillez d'abord. Enfin, je veux dire, sauvez d'abord. Sauvez d'abord. Sauvons d'abord. En tout cas, faites en sorte que le sauvetage qui est organisé, le sauvetage dans les eaux internationales qui est organisé par les conventions, eh bien, il se déroule dans des conditions normales. Ça, on demande aux États de faire ça. Après, les États peuvent aller un peu plus loin. Moi, je voudrais rappeler une chose. François, vous parliez de Lampedusa. C'est une île que je connais et où j'étais l'année dernière et où j'ai visité le même cimetière que vous. Bon, quand on va à Lampedusa, nous, on visite les cimetières. Lampedusa, c'est 2013, nuit du 3 au 4 octobre 2013. Vous avez une vieille barcasse de pêche. Il y avait encore des vieilles barcasses de pêche qui remontaient, qui partaient des côtes libyennes. Ils étaient 500 et quelques à bord, essentiellement de l'Est de l'Afrique, érythréens, soudanais, etc. Ils arrivent en vue des côtes de Lampedusa, l'île des Lapins, Isola di Conigli. Ils sont à quelques centaines de mètres de là, en pleine nuit, il fait mauvais temps, et ils sont en situation de blackout, c'est-à-dire pas de machine, plus de générateur, pas de lumière, rien du tout. Ils sont à quelques centaines de mètres, ils risquent d'être drossés sur les cailloux. Et donc, il faut faire quelque chose. Et l'un des passagers, l'un des naufragés, prend un vêtement, le trempe dans le gasoil qui fuit du moteur, met le feu au vêtement pour faire un fanal et se signaler à la côte. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, le feu se transmet en l'ensemble du navire, les gens passent sur l'autre bord, le navire coule, corps et biens. Corps et biens. Il y aura cette nuit-là au large de Lampedusa, à quelques encablures des plages où on se bronze massivement à Lampedusa, 356 morts. Malgré une solidarité fantastique des gens de Lampedusa qui ont toujours été solidaires à l'égard des gens qui se noient en mer. 356 morts, un drame absolu. L'Europe est choquée, l'Italie évidemment en premier lieu, le pape se déplace à Lampedusa, etc. etc. Et l'Italie, le gouvernement italien, du Parti démocrate organise une vaste opération de sauvetage. On va l'appeler Mare Nostrum. 15 navires d'État vont avoir pour mission d'aller sauver des vies en Méditerranée.
Ce n'est pas accessoire, c'est la mission principale de Mare Nostrum. Ils vont sauver 150 000 vies en l'espace d'un an, 150 000 vies. Simplement, on finit par oublier le drame de Lampedusa. C'est comme ça, hein, les opinions sont versatiles. L'Union européenne va expliquer à l'Italie qu'en mettant des navires de sauvetage d'État, on pompe le flux migratoire. Hein, c'est l'attraction des migrations par la mer, et on lui explique qu'en mettant des navires de sauvetage, vous allez provoquer des naufrages, un peu comme si, lorsqu'on envoie une ambulance sur un lieu, sur un accident, ou quand on envoie des ambulances, on provoque des accidents. C'est à peu près le même raisonnement. Vous voyez, ça se tient. Hein. Bon, c'est logique. Donc, l'Italie va arrêter Mare Nostrum. Et c'est là que nous naissons, nous, SOS Méditerranée. 2015, il n'y a plus rien. S'il y a de vagues opérations montées par Frontex et par Formed, ils vont faire du sauvetage accessoirement, mais ils ne communiqueront pas là-dessus. Et nous, on est là, de cette histoire-là, de cette carence des États. Ça veut dire que quand les États veulent, ils peuvent. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Mais là, les États ne veulent pas. Bon, alors, deuxième élément de réponse. Faut-il que ce soit des citoyens qui fassent le boulot? Dans l'histoire du sauvetage en mer, il se trouve que ça a toujours été des associations. Le sauvetage en mer est né en Allemagne. Et les premières structures de sauvetage en mer, c'était des structures associatives. Ce sont les citoyens. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? La solidarité, c'est notre affaire à tous, n'est-ce pas? Donc mobilisons-nous pour faire du sauvetage en mer, mais qu'on nous donne les moyens de le faire, bon sang, et qu'on respecte le droit. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, il faut secourir ces naufragés en mer. Il n'y a pas de question là-dessus. Je voudrais vous laisser la parole, Blik Bassi, parce qu'au-delà donc, du sauvetage que, évidemment, vous soutenez à travers le comité de soutien à SOS Méditerranée, vous réfléchissez aussi à plus d'éducation pour essayer d'éviter justement les départs et pas seulement essayer de traiter le problème mais, à l'arrivée, mais plutôt à la source. Est-ce que vous pouvez nous faire part un petit peu de vos réflexions sur le sujet? En fait, en écoutant tout ce qui se dit là, et puis au vu du constat un peu de nos différentes sociétés, en écoutant, j'étais en train de réfléchir à un film que peut-être que je vais essayer d'écrire, et je vais vous raconter rapidement le scénario de mon film. Et déjà, je pense que je viens de trouver le titre en vous écoutant. J'ai envie d'appeler le film « Comment la stupidité de l'humain l'a rendu égoïste et suicidaire ». Et en fait, le film commencerait par démontrer la générosité, la bonté, l'intelligence que la nature a mis en place. C'est-à-dire quand on commence, imaginons la terre telle qu'elle est faite. Elle n'est faite que de bonté, de générosité, d'amour. Et ensuite, l'humain, et puis bien sûr d'incroyables beaux éléments que sont donc les humains, les arbres, tous les éléments vivants. Et puis donc il y a un élément vivant qui s'appelle l'humain qui lui décide qu'il va complètement tout refaire parce qu'il est très intelligent, qu'il va créer la nouvelle technologie, comme on l'appelle, high-tech, etc. Il suffit de regarder comment nous sommes faits. En fait, la nature a déjà créé la high-tech. L'humain que nous sommes déjà high-tech. Il n'y a pas plus high-tech que ce que nous sommes. Il n'y a pas plus high-tech qu'une fleur qui ne demande pas notre avis et qui grandit et qui non seulement est super belle, mais contribue à l'existence de chacun de nous parce que nous sommes des éléments interconnectés, les humains et tous les autres éléments vivants. Donc l'humain, il arrive au centre de toute cette beauté que la nature a mis en place sans nous demander quoi que ce soit en retour et décide de mettre les frontières et dire, voilà, ici c'est l'Afrique, là-bas c'est l'Europe, là-bas machin, et nous on va utiliser ça, vous non, ne venez pas de ce côté, oubliant qu'en fait, la nature, lorsqu'elle a créé tout ça, elle n'a pas décidé des frontières puisque chaque élément vivant est interconnecté et que tout, c'est l'ensemble qui fait que la lumière puisse briller. Donc l'humain, lui, il arrive exactement comme si on était tous dans une voiture et qu'au bout, au fond de la voiture, il y a des mecs qui ont décidé qu'eux, ils appartiennent à cette partie de la voiture et donc ils peuvent saboter la roue avant. Et en fait, ils ont décidé de se faire tuer tous, quoi.
Et c'est exactement ça, en fait, parce que la nature, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas décidé que cette partie de ma terre, en fait, elle pourrait vivre de manière complètement détachée de toutes les autres. Non, elle a décidé que tout est interconnecté. Tous les vivants ont un rôle, mais vraiment hyper essentiel au fonctionnement de tout ce qu'elle a créé. Et donc, les humains décident que voilà, il y a la bonne et la mauvaise herbe, comme si nous étions ceux qui avons créé ces différents éléments. Et nous décidons désormais qu'on peut vivre ici et on va aller saper les eaux du Sénégal, prendre tout le poisson, l'utiliser. Pourtant, en fait, en le faisant, on détruit aussi, on scie l'arbre sur lequel on est tous posés. Donc, cette stupidité de l'humain est incroyable parce que du coup, on appelle les autres ceux qui se barrent des lieux qui proviennent en fait, où les conséquences commencent tout simplement à créer des départs, etc. Et les appeler des migrants, des gens qui viennent. Mais non, en fait, finalement, quand la nature décide de créer des réchauffements, ben, ça impacte ici aujourd'hui. On voit l'impact, il suffit de regarder le rapport du GIEC et on se rend compte qu'on est désormais en sécurité nulle part. Parce que oui, effectivement, la nature a créé une terre qui est un ensemble. Et que ce n'est pas parce qu'on est dans un bout qu'on pense que, ah non, en fait, moi, ici, là où je suis réfugié, ce qui va se passer là-bas ne me concerne pas. Et d'ailleurs, les gens qui viennent de là-bas, il faut que je refaire. Mais non, en fait, quand ils vont, à un moment donné, l'eau va arriver, il va dégager tout ce qu'il y a là, il ne va pas te demander ton avis. Donc, tout ce dont on parle là provient tout simplement de la stupidité de l'humain. Parce qu'il suffit qu'on se rende compte déjà de la beauté, de la générosité, de l'amour que la nature a mis en place. C'est juste incroyable de regarder une herbe, de la regarder grandir, et sans que nous, on lui dise comment faire. Elle sait comment le faire. Et tout est comme ça. Et nous, on arrive avec notre arrogance et on pense qu'on sait ce qu'il faut faire, etc. Et donc, on essaie de protéger nos petits intérêts. Et le capitalisme dit génial, il vient, il s'installe, il nous pousse à nous entretuer, à se dire non, moi, je vais garder mon petit bout, oubliant que ton petit bout est lié à tous les autres bouts, à tous les autres vivants. Donc, oui, il est essentiel que la dynamique et que la compréhension et le respect de chaque élément vivant, que vraiment chacun de nous, que nous commencions vraiment à être conscients de ça, parce que les choses ne pourront changer que réellement que lorsque nous allons nous rendre compte que nous ne sommes pas supérieurs à la plante ou à tous les autres vivants. Et que ces autres vivants ne sont pas nos choses. Ça ne nous appartient pas. C'est des vivants exactement comme nous. Et à partir du moment où on va, exactement comme les humains, un humain n'appartient pas à un autre humain. Et à partir de ce moment, je pense que les choses de manière naturelle vont changer puisqu'on aura du respect pour tous les vivants qui font que nous puissions avoir le souffle de la vie. Et pour moi, je pense que c'est vraiment essentiel parce que au-delà de tout ce que les appels que nous faisons à nos différents gouvernements qui ont des contrats avec des capitalistes qui les dépassent aujourd'hui parce que réellement, en fait, c'est le capitalisme qui gouverne le monde. Même nos présidents sont des laquais un peu de cette espèce de monstre. Comment est-ce que nous, chacun de nous, parce que la dynamique du changement proviendra de la société civile et viendra de nous, comment est-ce qu'on décide désormais, nous, de voir cette beauté, de dire que nous ne sommes là que pour profiter de la beauté de la nature et que tous les problèmes que les humains ont ramenés dedans, les impôts, les machins, tout ça, la nature, elle a créé beauté, bonté, générosité. Elle a mis les humains, dit, les gars, amusez-vous. Putain, amusons-nous, quoi. Qu'est-ce qu'on fout à créer le bordel, à créer des problèmes, à créer de la merde. Pourtant, elle, la nature, elle a créé un espace magnifique. Et je le pense réellement qu'à partir du moment où on va se rendre compte de ça, ça va vraiment, en fait, là, on est en train de parler, tout ce dont on parle, c'est des choses que nous, des humains, nous avons créées et que nous pouvons donc arrêter. Comment est-ce que nous allons participer, chacun de nous, à profiter, à arrêter ça pour tout simplement profiter de tout ce que la nature met à notre disposition sans nous demander quoi que ce soit en retour? Vous savez quoi? Dites-moi. On a vraiment besoin des mots du poète.
Et la force de la mobilisation à SOS Méditerranée, c'est d'avoir des poètes avec nous. Et je suis vraiment très très honoré d'être à côté de Blic aujourd'hui. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, très fort, très fort. L'engagement de Blic, c'est aussi l'engagement des excusez, je oui, prends bien sûr, parce qu'il est trop humble pour le dire, donc dites-le à sa place. L'engagement de Blic, c'est aussi l'engagement des 600 et quelques bénévoles qui sont dans nos antennes à SOS Méditerranée. Des bénévoles qui vont au contact des gens, qui font ce qu'on appelle de la mobilisation citoyenne, qui vont dans les lycées, dans les collèges, qui vont parler et parler encore. J'étais tout à l'heure, en arrivant ici, avec une personne qui me disait « SOS Méditerranée, ah oui, oui, vous participez au nettoyage de la Méditerranée, c'est très bien ce que vous faites. Mais non, madame, on sauve des vies à SOS Méditerranée. Il faut sans cesse rappeler ce message, dire ce qui se passe, rappeler les chiffres que donnait François. J'ai rappelé ce que tu disais, Mustapha, qu'il faut aujourd'hui de la solidarité entre le Nord et le Sud, de la solidarité entre l'Europe et l'Afrique, que ces limbes que sont les routes méditerranéennes, que ces limbes aujourd'hui, c'est la zone de contact, la zone de dialogue entre le Nord et le Sud, et que voilà de quelle façon nous parlons au Sud, nous, gens du Nord, en laissant les gens mourir, périr en Méditerranée, et que non, il ne faut plus ça. Donc mobilisons-nous, nous avons besoin de solidarité. Venez nous voir sur le stand. Au village des activistes. Mustapha Dieng voulait ajouter quelque chose. Je voulais encore rebondir pour parlant du droit de la mer. Du droit de la mer, je crois que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est très claire. Cette convention dit un pays qui n'a pas d'excédent n'a pas le droit de vendre ses ressources. Un pays qui n'a pas d'excédent n'a pas le droit de vendre ses ressources. Cette convention ratifiée par l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, ratifiée par le Sénégal, est violée par ces accords de partenariat de pêche. Quand ils signent ces accords de partenariat de pêche, sur nos ressources, nous qui vivons essentiellement de ces ressources, la pêche est la première source de devises pour le Sénégal. La pêche est la première source de devises pour le Sénégal. Donc le Sénégal fait partie des pays qui n'ont pas le droit, par rapport à la Convention des Nations Unies, de signer des accords sur leurs ressources. Donc l'Union européenne est consciente qu'elle viole ces accords, cette convention internationale. Alors, mais nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que d'accord, l'Union européenne, vous violez cette convention qu'elle a ratifiée sur le droit de la mer. Nous sommes d'accord. L'Union européenne veut violer d'autres conventions telles que la Charte des Nations Unies, qui permettent à chaque être humain, qui donnent à chaque être humain le droit de voyager et d'aller s'établir dans le pays de son choix, à condition d'en respecter les lois et les règlements. Les lois et règlements de ce pays. Mais quand même, que l'Union européenne retire ses bateaux, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, parce que les espèces qui sont pêchées par les bateaux européens n'appartiennent ni au Maroc, ni à la Mauritanie, ni au Sénégal. Ce sont des espèces chevauchantes, c'est des espèces partagées. Aucun pays n'a le droit de les vendre. Cette barrière de feu que dresse l'Union européenne entre les pays pour s'accaparer des ressources, tant qu'elle existera, l'immigration ne s'arrêtera pas. Nous n'avons pas envie, nous, que nos enfants voyagent. Nos enfants sont notre sécurité sociale. Le pêcheur sénégalais n'a pas de sécurité sociale. Nous nous transmettons le métier de père en fils. Ce sont nos enfants qui nous entretiennent. Ce sont nos enfants, c'est les enfants qui entretiennent leurs parents. Ce n'est pas comme en Europe. C'est les enfants qui entretiennent leurs parents. À leur tour, ces enfants-là aussi, demain seront entretenus par leurs fils. Si maintenant, il y a une génération qui quitte la pêche pour aller en Europe, mais
on casse le système. On casse le système et ça crée d'autres problèmes. C'est pourquoi nous n'avons pas envie que nos enfants viennent en Europe. Non seulement, quand ils viennent, c'est une minorité qui arrive, les autres restent dans les mers et les océans, d'autres vont en prison. Mais ce qui fait mal, c'est qu'on voudrait que l'Union européenne arrête ces bateaux. Même si nos États qui sont complices, qui signent ces accords, ce sont ces mêmes États qui sont aujourd'hui soudoyés, comme la Libye. Mais dans le cas de la Libye, je peux comprendre. Quand la Libye est soudoyée par l'Union européenne pour créer une barrière de feu, pour empêcher que les migrants traversent la Méditerranée, et avec même le droit de les transformer en esclaves sur le territoire libyen, mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est que des pays comme mon pays soient aujourd'hui complices de cette politique de l'Union européenne et essaient de dresser des barrières pour empêcher à leurs enfants de partir. Ce qui les pousse à prendre davantage de risques parce que personne ne peut les empêcher de partir. Ce sont des enfants de la mer, ils sont à la mer depuis 9 ans, ils ne connaissent que la mer, ils n'ont vécu que grâce à la pêche. S'ils ne pêchent plus, ils suivront le poisson. Tant que le poisson prendra la route de l'Europe, nos fils aussi suivront le poisson. Merci. Merci Moustapha. Ouais, je Merci voulais juste rajouter sur ce que Moustapha a dit. Je pense que, en plus de tout le travail qui est fait par SOS Méditerranée, par le GIEC, etc., je pense que nos dirigeants et nos populations doivent vraiment prendre leurs responsabilités en main. Parce que nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Les Africains peuvent aujourd'hui décider, s'ils le veulent réellement, de changer tout cela, parce que les gens qui meurent en Méditerranée, ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont des gens qui nous ressemblent. Moi, il y a, parmi les gens qui meurent, il y a des gens qui viennent du Cameroun, et il y a des gens parfois qui sont propriétaires terriens. Comment est-ce qu'on peut avoir des hectares de terre au Cameroun, prendre la route pour aller mourir parce qu'on considère qu'on est pauvre? Donc, c'est à nous aussi de redéfinir ces notions de richesse, de pauvreté, de bonheur, de malheur. Pourquoi est-ce qu'un propriétaire terrien dans le nord serait plus important qu'un propriétaire terrien dans le sud? Donc, c'est aussi à nous de redéfinir toutes ces notions et de créer des ligues, de travailler ensemble et de faire en sorte qu'il y ait des leviers qui font que si on a des présidents qui sont incompétents, que la société civile, parce qu'elle est organisée, arrive à faire en sorte que les choses, à mettre la pression pour que les complices, tout simplement, puissent être dénoncés. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, on vit dans un monde où c'est le rapport de force qui compte, où ce sont les intérêts. Les autres se battent pour leurs intérêts. Comment, en plus de sauver les vies des nôtres, comment est-ce qu'on décide de s'organiser pour nous battre pour les intérêts de notre continent? Ce n'est pas les autres qui le feront. Si nous décidons pas un jour de changer cela, de dire que, OK, les Chinois se battent pour les intérêts de leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants, les Japonais le font, les Européens le font, les Américains le font. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise pour que, avant que SOS Méditerranée vienne sauver les gens dans les eaux internationales, comment est-ce que nous, on s'organise pour aller, je ne sais pas, au Mali ou au Maroc, sensibiliser, nous arrêter, ramener des gens et parallèlement à ça, produire des contenus, parce que moi, je suis convaincu que pour amener des gens à ne pas partir de leur lieu, parce que souvent, on vit dans des structures et dans des lieux que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons très peu, créer des contenus qui démontrent à ces gens-là qui vivent dans des lieux magnifiques. Nos pays sont des paradis. Moi, je viens du Cameroun, je viens d'un petit village où tu suces une mangue, tu la jettes, il y a un manguier qui pousse. C'est le paradis. Comment est-ce qu'on le fait comprendre aux habitants de ces espaces? Parce qu'à partir du moment où les personnes se rendent compte qu'ils vivent au paradis, ils n'ont pas envie de partir. Et ça, c'est à partir des narratifs, à partir de la création de contenu, des films qui démontrent que ces espaces sont vraiment des espaces super beaux. D'ailleurs, on dit que le premier humain serait apparu dans ce continent dont tout le monde est d'accord pour dire qu'il est le plus riche sur la Terre. Comment ça se fait que les enfants de ce continent aient envie de se barrer pour aller, quitte à mourir en Méditerranée? Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et donc,
c'est aussi notre responsabilité de réfléchir à comment, pendant que les différents combats se mènent sur différents pôles, qu'est-ce qu'on peut apporter pour arrêter, parce que d'urgence, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que je suis sûr que si c'était des gens, des humains qui étaient blancs, qui mouraient tout le temps comme ça, je pense que les blancs se seraient arrangés pour que ça s'arrête, aussi simple que ça. Qu'est-ce que nous faisons, nous qui ressemblons à ces gens qui meurent? Il ne faut pas se mentir, qu'est-ce que nous faisons pour que ça s'arrête? C'est une urgence. Donc, il faudrait que nous prenions nos responsabilités aussi pour faire changer cela. Merci Blick. Merci beaucoup. Je vois le temps qui file. J'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps. Je vois que vous êtes venus très nombreux. Vous avez rejoint la conférence en cours de route. Merci d'être venus aussi nombreux. J'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps pour prendre quelques questions du public. J'imagine qu'il y en a. On va vous faire passer un micro. N'hésitez pas. Oui, monsieur, allez-y. Juste ici devant. Et si vous pouvez essayer de faire des questions assez courtes, pardon, parce que sinon on va être très pressé par le temps. Merci. Très très courte. Bien. Écoutez, moi j'approuve totalement votre combat et que j'admire bien sûr. Simplement, sur le plan sociologique, je voudrais qu'une différence puisse être apportée avant d'imputer des responsabilités à l'ensemble des populations et de parler aussi également de stupidité, etc. Malheureusement, je crois qu'il faudrait se rappeler qu'il y a des chefs d'État qui ont été élus simplement par une personne sur 7 des inscrits. Et à ce titre-là, on ne peut pas faire impliquer la totalité, n'est-ce pas, des populations. Il faut bien, voilà, il y a dans la société civile une partie des gens qui sont engagés, qui risquent leur peau, qui font beaucoup de choses, qui font l'impossible. Et si le gouvernement du Sénégal signe des accords qui sont contre nature, eh bien ce n'est pas l'ensemble de la population qui peut en être impliquée. Monsieur en est l'exemple type, comme vous-même, monsieur. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas porter l'opprobre et faire du manichéisme dans ces domaines-là. C'est extrêmement grave et vous pouvez blesser des personnes qui, eux, sont engagées et vous défendent. Je voudrais, je peux répondre rapidement. En fait, je pense que moi, j'essaye vraiment de prendre la hauteur et de voir les choses de manière globale. Quand on parle de ces questions de climat, on peut parler de capitalisme. Regardez dans quel état, si vous pensez que nos sociétés sont dans de super bon état, c'est votre responsabilité. Moi, je pense que nos sociétés sont dans un très sale état. Et nos sociétés ne sont dans un très sale état que parce que l'humain n'a pas compris la beauté dans laquelle nous vivons, réellement. Mais vraiment, je vous l'aurais dit, que si nous nous rendons compte de cela, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est un jeu, sera un jeu tout simplement. Parce que c'est énormément, bien sûr, mais si la majorité le faisait, on ne serait pas en train d'en parler. C'est comme tout, c'est-à-dire comme le capitalisme, comme tous les mots dans lesquels nous sommes, si nous en parlons aujourd'hui, SS Méditerranée, je pense que si juste deux populations de pays africains étaient réellement, c'est-à-dire prenons 80 millions de personnes, étaient concernées sur les milliards de personnes qu'il y a, ce problème serait complètement réglé. Donc si aujourd'hui nous sommes en train d'en parler, ça veut dire que c'est très grave et que parmi les gens qui meurent, moi j'ai des cousins, j'ai des amis, et des gens qui meurent. Et tout ça provient aussi du fait que nous vivons quand même dans une société globale où deux enfants qui naissent au même moment, un qui naît en France, un qui naît au Cameroun, c'est deux humains qui arrivent sur la Terre. Celui qui naît en France et qui a un passeport français peut aller presque partout sur la Terre. Celui qui naît au Cameroun vit dans un pays où les frontières n'ont pas été dessinées par ses arrière-grands-parents. Et ceux qui lui demandent le visa, c'est les mêmes qui ont dessiné les frontières de ses parents. Et en fait, on peut considérer que ceux qui meurent en mer, c'est des gens qui fuient la prison. Parce que nos populations vivent dans les prisons à ciel ouvert. Puisqu'on a défini ces différents espaces et on leur a dit, pour sortir de là, vous allez demander une permission et on va voir en fait si on peut vous laisser sortir. Or, les deux humains qui arrivent au même moment sur la Terre et qui, juste la différence c'est qu'un est dans le sud et un est dans le nord, celui qui est dans le nord, grâce à son passeport, peut parcourir la Terre entière. Et ça ne continue d'arriver aujourd'hui que
parce que nous tous, hein, moi même inclus, nous laissons cela faire. Donc on ne peut pas commencer à dire que oui, mais il y en a quand même qui le savent. Moi, je regarde le résultat. Le résultat voudrait qu'on a des gens qui meurent, qu'il y a des gens qui meurent à cause du capitalisme, parce qu'il est au centre de tout cela aussi, puisque c'est des questions d'intérêt. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas, avec l'état grave, et en plus quand on entend ce que le GIEC dit, on ne peut pas commencer à se dire que oui, mais il y a quand même des gens qui sont conscients. Mais regardez dans quel état on est aujourd'hui, sinon le réchauffement climatique, sinon la nature n'enverrait pas les signaux qu'elle envoie. Elle envoie ça parce que c'est grave. Elle ne se dit pas, ah, il y a 2-3 personnes qui sont au courant. Non, elle se dit, c'est grave. Et donc, ça veut dire que mettons-nous au travail. Je crois que c'est très important de... Pardon, je crois que c'est très important de bien se souvenir que la démocratie ne se réduit pas aux élections. Bien sûr, tout le monde n'a pas voté pour les dirigeants ou pour les gouvernements actuels, mais tous les autres, malgré tout, dans leur grande majorité, tolèrent cette situation. Est-ce que le devoir des autres, si ça leur est si insupportable que ça, est-ce que le devoir des autres n'est pas précisément d'agir et de se révolter? Et quelque part, si nous ne faisons rien et si nous assistons à ça passivement, c'est que nous considérons que la situation, malgré tout, reste tolérable, alors que nous devrions la trouver insupportable et intolérable. Je peux... Bien sûr. Juste assez rapidement, si possible, parce que j'aimerais prendre d'autres questions. Oui, très rapidement. Moi, simplement le souvenir de Lampedusa, toujours qui m'a frappé. À cause de vous, François, ces images me reviennent. Et notamment cet endroit où avait fait naufrage ce navire, ce bateau. C'est aujourd'hui, ce sont aujourd'hui des criques qui sont blindés de monde, l'été, blindés de monde, des gens qui viennent voir les tortues marines qui sont là. C'est une destination très touristique. C'est une destination extrêmement touristique. Et à l'époque, la municipalité de Lampedusa avait planté des arbres, 356 pour autant de victimes. Ces arbres sont aujourd'hui secs, ils n'ont pas poussé. Le souvenir du drame du 3 ou 4 octobre a disparu. Aujourd'hui, s'il y a un sanctuaire à Lampedusa, c'est pour les tortues marines, pas pour les 356 personnes qui sont mortes là, dans ces eaux transparentes, magnifiques, superbes. On a oublié le drame de Lampedusa, et quand on oublie, on est responsable. Merci Jean-Pierre Lacan. Je vais prendre une autre question. Monsieur, je crois que vous avez une question ici. Ouais. Pareil, assez rapide s'il vous plaît, parce que sinon on va manquer de temps pour la fin. Merci. Oui, j'ai pas vraiment l'habitude de prendre la parole en public, donc... c'est pas grave, il n'y a personne. Voilà. Non, mais ce que je voulais vous demander... En fait, moi, je suis venu comme un simple sympathisant assez curieux, si vous voulez. C'était suite à une invitation. Et du coup, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit depuis le début. Et j'aurais juste deux questions. Une question, en fait, c'est... J'ai bien compris, en fait, les problématiques qui sont en jeu par rapport au réchauffement climatique et par rapport aux migrations, plus particulièrement les migrations qui se passent au niveau de la mer Méditerranée et avec les catastrophes humaines qui s'en suivent. Mais maintenant, je vois vous en avez beaucoup parlé. Moi, je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants de votre mouvement ou association, mais du coup, de manière concrète, quels sont en fait ce que vous pourrez mettre en place pour pouvoir essayer de changer en fait ce qui se passe? Parce qu'en parler, oui, c'est bien, il y a des gens qui vont écouter, mais après, souvent ce qui se passe, je ne sais pas, c'est que tout le monde va rentrer chez soi et puis tout le monde va applaudir, mais après, il ne se passe pas grand-chose. Donc vous, de votre côté, qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ou qu'est-ce que vous mettez en place? La question s'adresse à SOS Méditerranée, je suppose. Oui. Oui, par rapport à... Plutôt à SOS Méditerranée. Si c'est juste lui. Oui, et aussi le monsieur juste à côté qui disait qu'il travaillait à ce que les personnes ne soient plus dans une démarche de forcément vouloir être dans une migration, mais plutôt rester sur place et peut-être mettre des projets en place, je ne sais pas. C'est des questions en fait que je me pose, de savoir en fait qu'est-ce que... voilà, en fait c'est ça. Peut-être Jean-Pierre Lacan, ouais, vous serez... Alors, très rapidement, parce que nous, on est vraiment dans le concret. On est une association de sauvetage en mer, on met un navire
qu'on affrète, qui n'est pas notre propriété, on le loue, on le met en opération sur les zones de naufrage. On se met en situation d'aller sauver des vies en Méditerranée, on en sauve. Voilà. C'est notre job, c'est ce que nous faisons, on ne fait rien d'autre que ça, mais on fait ça. Et le bilan de SOS Méditerranée, c'est 36 789 personnes sauvées depuis qu'on est en opération, depuis 2018. Et donc, pour faire ça, on a besoin de vous tous, on a besoin de solidarité. On a besoin que vous veniez nous voir tout à l'heure sur le stand dans le village des activistes. Des activistes. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Donc, c'est extrêmement concret. Aidez-nous, soutenez-nous. Il n'y a rien de plus simple que d'aller sauver des vies. Enfin, rien de plus simple. C'est un sacré boulot. Mais c'est une réponse très simple. Et on n'en a pas d'autre. Parce que quand des gens meurent, il faut faire en sorte qu'ils ne meurent pas. Voilà. Alors, je suis désolée, je vous presse, mais vraiment le temps va nous manquer. Il y a encore des conférences cet après-midi. Je vais juste laisser un tout petit mot à Moustapha Dieng. Je voulais juste répondre rapidement. Ok, mais rapide alors. Ouais. Bon, déjà, je vais rajouter à ce qu'il vient de dire, c'est que pour pouvoir amener les bateaux, on fait le bateau à la mer, chaque jour, il faut au moins 14 000 €. Donc, ça coûte très très cher et on a besoin vraiment de tout le monde pour que nous continuions à sauver des gens. Parallèlement à ça, je suis en train d'implémenter un projet qui s'appelle 1000 films pour changer les imaginaires. Parce que je pense que c'est en produisant d'autres, en montrant des contenus différents qui valorisent les différents pays dans lesquels, les différents espaces dans lesquels ces gens vivent, que les choses vont changer. Comment est-ce qu'on arrive, comme les États-Unis ont réussi à faire, hein, c'est-à-dire les États-Unis ont réussi, moi je regardais les films indiens et j'avais envie que le cow-boy tue l'Indien, hein, parce que les mecs ils ont tellement fait plein de films dessus que même moi qui vivais la même situation que l'Indien, je voulais quand même qu'on tue l'Indien. Donc ça veut dire qu'à travers le cinéma, on peut réussir à changer les imaginaires et aujourd'hui je travaille sur ces questions, de voir comment est-ce qu'on peut arriver à créer des choses qui font en sorte que les habitants de ces lieux se rendent compte qu'ils sont hyper chanceux de vivre dans des lieux magnifiques. Merci. Merci Luc Bassy. Moustapha Dieng, le mot de la fin, très rapide. Oui, c'est juste pour dire que nous qui sommes en Afrique, j'ai dit tantôt que les gens de ma génération n'ont pas connu l'immigration. Nous n'en avions pas besoin. Nous étions à l'aise. La pêche faisait vivre son homme. La pêche faisait vivre son homme. Aujourd'hui, le fait que nos enfants soient en Europe... Le micro, pardon, Moustapha, on ne vous entend pas. Parlez bien dans le micro, sinon on ne vous entendra pas. Une minute. Non, tenez le micro. Ah, d'accord. Plus près. Donc... Et moins d'une minute, par contre. L'immigration ne nous rapporte rien. Ne nous rapporte rien. Tout ce que nous voudrions, c'est que nos enfants restent chez nous. Parce que le drame que nous vivons tous les jours, j'ai dit tantôt qu'avant de quitter le Sénégal, il n'y a pas 2 semaines, il n'y a pas 1 mois, j'ai au moins connaissance de 2 pirogues. Une pirogue partie de la Mauritanie, une pirogue partie de Rufisque, à côté de Dakar, avec chacun à son bord près de 100 personnes, dont on n'a aucune nouvelle. Ce drame que nous vivons tous les jours, nous voulons que ça s'arrête. Si nous sommes aujourd'hui ici, si moi je me suis déplacé du Sénégal jusqu'ici, c'est parce qu'on n'a pas souvent une tribune comme ça. Nous voulons nous entendre, nous parlons, nous voulons nous entendre. Nous sensibilisons nos miens au Sénégal, nous sensibilisons pour qu'on mette un terme à l'immigration. L'année dernière, le 5 septembre, j'étais à Barcelone. J'ai regroupé tous les Sénégalais, les pêcheurs, pour leur parler. Nous voulons que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que l'Europe d'abord arrête de venir piller nos poissons. Merci. Merci beaucoup, Moustapha. Je vous presse, je suis désolée, mais il va être l'heure de conclure pour éviter de prendre du retard sur la suite. Merci beaucoup à tous d'être venus. Je voulais juste vous rappeler que donc, vous pouvez retrouver SOS Méditerranée au village des activistes, qui est de l'autre côté de Climax, de l'autre côté de la route. Vous retrouverez également la revue Far West, pour laquelle je travaille, qui est un média indépendant basé à Bordeaux. Donc si vous voulez soutenir la presse indépendante, n'hésitez pas. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des livres de François Gémen, qui est entre autres, qui a contribué au GIEC, au rapport du GIEC, qui sont en vente à la librairie ici. Merci beaucoup. Pas le rapport du GIEC qui est gratuit. Oui, pas le rapport du GIEC, non, c'est libre à lui. Merci beaucoup à tous, merci au Festival Climax et à très bientôt.